Les pirates de la mer, Herbert George Wells. Par 1/3. Avant l'extraordinaire affaire de Sidesmouth, l'espèce particulière, Aploteuthis ferox, n'était connue de la science que génériquement, d'après un tentacule à demi digéré, trouvé près des îles Açores, et d'un cadavre en décomposition rencontré au commencement de 1896 par M. Jennings, près de Land's End. Aucune partie de la science zoologique n'est restée aussi obscure que celle qui s'occupe des céphalopodes qui vivent aux grandes profondeurs de la mer. C'est un pur hasard, par exemple, qui amena la découverte que fit le prince de Monaco pendant l'été 1895. D'une douzaine environ de formes nouvelles, parmi lesquelles se trouvait le tentacule mentionné plus haut, il arriva qu'un cachalot fut tué au large de Terceira par des baleiniers et, dans ses derniers efforts, il se précipita contre le yacht du prince, le manqua, roula par-dessous et mourut à 20 mètres du gouvernail. Dans son agonie, il rejeta un certain nombre de gros objets. Le prince, se rendant vaguement compte de leur étrangeté et de leur importance, put, par un heureux expédient, s'en emparer avant qu'ils n'eussent coulé à fond. Il mit ses hélices en mouvement, et ces objets bizarres demeurèrent dans les tourbillons ainsi formés jusqu'à ce qu'une chaloupe fût mise à la mer. C'étaient des céphalopodes entiers, et des fragments de céphalopodes, quelques-uns de proportions gigantesques, et presque tous inconnus de la science. Il semble vraiment que ces grandes et agiles créatures, vivant dans les profondeurs moyennes de la mer, doivent presque absolument rester pour toujours inconnues. Puisque dans l'eau, elles sont assez alertes pour échapper au filet, et que ce n'est que par des accidents, aussi rares qu'inespérés, que des spécimens peuvent être obtenus, de l'Aploteuthis ferox, par exemple, on ignore complètement les mœurs, aussi complètement qu'on ignore les itinéraires du hareng et du saumon à l'époque du frai. Les zoologistes ne savent aucunement de quelle façon expliquer sa soudaine apparition sur nos côtes. Peut-être était-ce l'élan d'une migration, due à la faim, qui les amena à quitter leur profondeur. Mais il vaut mieux, sans doute, éviter des discussions qui n'auraient nécessairement pas de conclusion et entrer immédiatement en matière. Le premier être humain qui vit un Aploteuthis vivant, le premier qui survécut, car il y a peu de doute maintenant que la série d'accidents survenus à des baigneurs et à des embarcations de promenade, qui courut comme une longue vague sur les côtes de Cornouailles et du Devon au commencement de mai, n'ait été due à cette cause, fut un marchand de thé retiré des affaires, du nom de Fisson, qui habitait une pension de famille à Sidesmouth. C'était l'après-midi, et il se promenait au long de la falaise entre Sidesmouth et la baie de la Drame. De ce côté, les falaises sont très hautes, mais au flanc rougeâtre de l'une d'elles, une sorte d'escalier-échelle avait été ménagé. C'est près de là que son attention fut attirée par quelque chose que, d'abord, il crut être un groupe d'oiseaux se disputant, quelques fragments de nourriture qui, sous le soleil, paraissaient d'un blanc rosâtre. La marée était très basse, et cet objet se trouvait non seulement bien au-dessous de lui, mais fort loin au milieu d'un grand banc de rochers couverts de plantes marines noirâtres et parsemés de flaques à reflets d'argent. De plus, M. Fisson était ébloui par le scintillement du soleil sur la mer. Au bout d'un instant, il s'aperçut que son jugement était en défaut, car au-dessus de l'endroit planait, paraissant beaucoup plus petit, un certain nombre d'oiseaux, choucas et goélands pour la plupart, ces derniers resplendissant à l'aveuglé quand le soleil frappait leurs grandes ailes. Et sa curiosité fut d'autant plus fortement excitée que sa première explication était insuffisante. Comme il n'avait rien de mieux à faire que de se distraire, il décida de faire de cet objet, quel qu'il pût être, le but de sa promenade d'après-midi, pensant que c'était peut-être quelque grand poisson, échoué là par hasard,
et se démenant dans sa détresse, il se hâta donc de descendre le long et rapide escalier, s'arrêtant aux intervalles de 30 pieds pour reprendre haleine et surveiller le mystérieux mouvement. Au pied de la falaise, il se trouvait naturellement plus rapproché qu'il ne l'avait encore été. Mais, d'autre part, l'objet ressortait contre le ciel incandescent, sous le soleil, de façon à paraître sombre et indistinct. Ce qu'il avait de rose était maintenant caché par des rochers couverts d'algues. Mais il put voir qu'il était formé de 7 corps arrondis, distincts ou joints, et que les oiseaux continuaient leur croassement et leurs cris, tout en osant l'approcher de trop près. M. Fison, dont la curiosité croissait, se mit à chercher son chemin parmi les roches usées par les flots et, trouvant que l'épaisse couche de plantes marines qui les recouvrait les rendait extrêmement glissantes, il s'arrêta, enleva ses souliers et ses chaussettes et replia son pantalon au-dessus de ses genoux. Il voulait simplement éviter de trébucher dans les flaques des roches, et peut-être était-il heureux, comme le sont tous les hommes, d'avoir une excuse pour retrouver, même à l'instant, des sensations de son enfance. En tout cas, c'est à cette circonstance que, sans aucun doute, il doit la vie. Il s'avançait vers son but avec toute l'assurance que donne à leurs habitants l'absolue sécurité de nos contrées à l'égard de toutes les formes de la vie animale. Les corps ronds se mouvaient de ci de là, mais ce fut seulement en arrivant au haut de la roche qui les cachait en partie qu'il reconnut de quelle horrible nature était sa découverte. Il en fut saisi. Lorsqu'il apparut sur la cime de la roche, les corps ronds se séparèrent, laissant voir l'objet rosâtre, qui n'était autre chose qu'un cadavre en partie dévoré d'êtres humains. Sans qu'on pût distinguer si c'était un corps d'homme ou de femme, ces masses rondes étaient des créatures nouvelles d'aspect hideux, ressemblant quelque peu à des pieuvres et munies de tentacules énormes, très longs et flexibles, dont les nombreux replis s'étalaient sur le sol. Leur peau était d'un tissu reluisant, désagréable à voir, comme du cuir poli. La courbure circonflexe de la bouche, d'où rayonnaient les tentacules, la curieuse excroissance qui la surmontait, et de grands yeux intelligents donnaient à ces bêtes la grotesque suggestion d'une face. Leur corps avait les dimensions d'un porc, de moyenne grosseur, et les tentacules paraissaient avoir plusieurs pieds de long. Il y avait, prétend M. Fison, 7 ou 8 au moins de ces bêtes. À 20 mètres de là, dans le ressac de la marée montante, 2 autres émergeaient de la mer. Leur corps gisait à plat sur les rochers, et leurs yeux le regardaient avec un intérêt malveillant. Mais il ne paraît pas que M. Fison ait été effrayé, ou qu'il ait cru qu'il y avait pour lui un danger quelconque. Peut-être faut-il attribuer sa confiance à la lourde tranquillité de leur attitude. Mais il était naturellement horrifié, intensément irrité et indigné contre des créatures aussi révoltantes qui se nourrissaient de chair humaine. Il pensait qu'elles avaient par hasard rencontré le cadavre d'un noyé. Il se mit à pousser des cris dans l'idée de les faire fuir, mais voyant qu'elles ne bougeaient pas, il ramassa un gros morceau de roche, arrondi, et le leur jeta. Alors, déroulant lentement leurs tentacules, les monstres se mirent à s'avancer vers lui, rampant d'abord délibérément, et s'adressant les uns aux autres de petits ronronnements très doux. En un instant, M. Fison se rendit compte qu'il était en danger. Il recommença à pousser des cris, jeta ses souliers et, d'un bond, se mit immédiatement à fuir. Après une vingtaine de pas, il se retourna, comptant sur la lenteur supposée de ces êtres. Mais voilà que les tentacules du plus rapproché atteignaient déjà la roche sur laquelle il se tenait. De nouveau, il poussa des cris, non plus cette fois de menace, mais des cris d'épouvante, et il se mit à bondir, à enjamber, à glisser, à barboter à travers l'espace inégal qui les séparait du rivage. Les grandes falaises rougeâtres lui semblèrent soudain à une distance énorme.
et il aperçut comme des êtres d'un autre monde 2 minuscules ouvriers occupés à réparer les marches, se doutant peu de la course à la vie qui avait lieu au-dessous d'eux. À un moment, M. Fison put entendre les monstres clapotant dans des flaques à une 12aine de pieds à peine derrière lui. Et une fois aussi, il glissa et faillit tomber. Ils le poursuivirent jusqu'au pied même des falaises et ne renoncèrent à leur chasse que lorsqu'il eut été rejoint au bas des marches par les 2 ouvriers. Les 3 hommes leur jetèrent des pierres pendant un instant, regagnèrent promptement le haut de la falaise et par les sentiers se mirent en route vers Sidemouth pour chercher du secours et avec un bateau aller arracher le cadavre profané aux étreintes de ces abominables bêtes.